Et le Canada, étant donné que notre territoire est tellement grand, il faut qu'on soit très créatif justement pour contrer le climat, pour contrer la grandeur, l'immensité de notre pays. Et je crois que les contraintes nous obligent en fait à être très, très créatifs. Bienvenue à notre balado Osons la suite qui porte sur l'innovation et la créativité en compagnie d'Isabelle Sénécal et Hugo Cavenaghi. Bonne écoute. Bonjour. Écoutez, ça nous fait très plaisir de vous accueillir à notre série de podcasts qu'on appelle Osons la suite. Donc, c'est un podcast sur l'innovation et la créativité. Et on a eu l'idée de vous inviter. On connaît surtout la romancière, on connaît la productrice. Puis quand on regarde un petit peu votre parcours, c'est quand même impressionnant à quel point il est éclectique. Écrivaine, animatrice, avocate, restauratrice. En peu de temps, vous êtes arrivée au Québec dans les années fin 80, 88, à peu près 90? Non, 78. 79, désolé. 79. On est parti du Vietnam en 78, on est arrivé ici en 79. Puis, en fait, j'ai 52 ans, donc je suis pas très jeune. Bon. J'ai eu le temps de faire beaucoup de choses. J'allais faire une blague, mais bon, j'avais failli dire, on a presque le même âge, on est tous les deux migrants, mais on n'est pas venus par le même mode de transport au Québec, je pense. Mais vous êtes un peu plus jeune que moi, quand même. Donc, écoutez, ça nous fait plaisir de vous accueillir. On a rencontré différentes personnes. On a rencontré des hommes d'affaires, on a rencontrer des créatifs. On fait venir comme ça différentes personnes pour nous parler un peu de créativité et d'innovation. Et d'école aussi. Et d'école, bien évidemment. Collège Sainte-Anne, avant tout, c'est une école. On aurait aimé, tout d'abord, on vous connaît, mais on aimerait que vous puissiez vous présenter comme si vous rencontriez quelqu'un dans la rue qui ne vous connaissait pas du tout. Qu'est-ce que vous leur diriez? Ah, ça, c'est une mauvaise question. D'accord. Alors, j'allais vous dire que c'est une question très difficile, en fait, parce que je ne me suis jamais bien présentée jusqu'à maintenant. Et je me souviens quand je suis arrivée à Paris, à un moment donné, le chauffeur de taxi était incertain de la route. Bon, enfin, j'avais pas trop confiance. Et donc, j'ai commencé à lui parler juste pour établir une relation, pour regagner ma propre confiance envers lui. Et donc, on a parlé et il m'a demandé pourquoi j'étais à Paris. J'ai dit, c'était pour un salon du livre. Il a dit, qu'est-ce que j'avais écrit? Et j'ai dit, 50 nuances de degrés. Vous connaissez, parce que j'étais certaine qu'il ne lisait pas beaucoup. C'était un mauvais préjugé de ma part, mais voilà. Donc, je lui ai donné un livre qui était très connu à l'époque et je me disais qu'il va me reconnaître si je disais 50 nuances de gris. De gris, je sais plus. Alors, et comme de fait, oui, il connaissait ce titre-là. Donc, on est allé et il m'a demandé d'aller dans une librairie pour que je puisse dédicacer le livre. Ah ouais. Et malheureusement, je suis rentrée dans la librairie et le libraire m'a reconnue. Il dit, Madame Thuy, alors on a vos livres à la table sur table. Alors, voilà. Mais nous sommes devenus très amis encore aujourd'hui. Oui. Je l'ai connu célibataire, aujourd'hui marié avec 2 enfants et tout. Donc, voilà. Autrement, oui. Alors, avant ça, juste avant, j'avais un restaurant. Et c'est grâce au restaurant que j'écris aujourd'hui parce que je m'endormais beaucoup au feu rouge, ce qui m'a permis il fallait trouver une façon, en fait, pour rester éveillé au feu rouge. Et comme vous savez, c'est très dangereux de s'endormir au feu rouge. Absolument. Oui, parce que le pied, il devient plus lourd. mou. Oui, et puis non, le frein, il se relâchait et puis la voiture Ouais, donc j'ai eu quelques accidents comme ça. Et c'était vous. C'était oui, vous. c'était moi. C'est vous la voiture devant moi. D'accord. Et les gens n'étaient jamais heureux, même si ce n'était pas des gros chocs quand même, parce que la voiture avançait très lentement. Et c'est comme ça que l'écriture est arrivée dans ma vie, parce que je commençais à prendre des notes pour rester éveillée. Et puis avant ça, j'avais un restaurant. Non, j'étais avocate. Donc pendant 5 ans. Et avant ça, j'ai travaillé comme interprète pendant quelques années. Et avant ça, j'ai eu, en tant qu'immigrante, on prend le travail qu'on nous accorde, en fait. Et, tout à fait. Ouais.
Encore aujourd'hui, je suis étonnée de tout ce qu'on me confie. Je ne pense jamais avoir les habiletés. Donc, je vous dirais que je me fie beaucoup sur ce que les gens pensent. S'ils croient que j'ai le potentiel, ben, je me lance. Mais jusqu'à maintenant, ouais, tous mes métiers me dépassent de beaucoup. Mais est-ce qu'il y a une ligne conductrice dans tout ça? Est-ce que... Parce que, bon, c'est vrai que c'est des métiers restauratrice, avocate, animatrice, écrivaine. On dit, bon, c'est quoi le rapport, entre guillemets? Où le dénominateur commun? Est-ce qu'il y en a un, tout simplement, ou il n'y en a pas? S'il y en a un, ça serait que je dis oui à tout. Donc, demain, pilote d'avion, vous dites oui. Tout à fait. D'accord. Oh, alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, si vous voulez monter dans un avion piloté par Madame Thuy, c'est demain que ça se passe. C'est bientôt. J'ai quand même l'impression, bon, malgré que vous me dites que vous avez du mal à définir un élément commun, tout ça, j'ai quand même l'impression que la créativité, c'est quelque chose qui vous anime. On le retrouve dans différentes facettes. Je ne sais pas comment vous étiez avocate. Est-ce que vous étiez très créative dans votre pratique? On a l'impression que... Oui, allez-y. Vous êtes très active, vous avez envie de toucher à beaucoup de choses, vous mordez dans la vie. Est-ce que la créativité comme ça, l'envie de faire quelque chose, de créer quelque chose, d'inventer entre guillemets quelque chose, ça vous anime ou ça vient chercher quelque chose chez vous? Je vous dirais que la créativité a été nécessaire pour moi parce que je suis née faible. Et donc, pour pouvoir exister, en fait, il faut être très créatif. J'ai eu la chance d'aller à une rencontre à Singapour avec notre gouverneur général, David Johnston, à l'époque. Et il était magnifique, M. Johnston, parce qu'il disait qu'il y a un point en commun entre Singapour et le Canada. Et Singapour, c'est un pays-ville, hein, c'est une ville-pays, je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est minuscule avec 1 million d'habitants. Et là, quand il a prononcé ce mot devant nous, devant le groupe, je me disais, mais quels sont les points de ressemblance entre un pays tropical, Singapour, et le Canada, un pays froid, et c'est le deuxième plus grand pays au monde, je crois, nous, le Canada. De superficie, oui, on est très grand, oui. Oui, et puis le Singapour, probablement un des plus petits pays. Quels sont les points de ressemblance? Et il a dit, parce que nous avons tous les deux de la difficulté à imposer par notre territoire. Alors, tous les deux pays, nous sommes très créatifs. Comme Singapour, qui dépendait de l'eau potable, de l'eau de la Malaisie, vraiment à hauteur de 70%. Ils ont réussi aujourd'hui à réduire à 10%. Ils ont trouvé toutes sortes de moyens pour ne plus être dépendants complètement de la Malaisie. Et le Canada, étant donné que notre territoire est tellement grand, il faut qu'on soit très créatif justement pour contrer le climat, pour contrer la grandeur, l'immensité de notre pays. Et je crois que les contraintes nous obligent en fait à être très, très créatifs. Et moi, je suis née faible, hein, dans le sens où vraiment 5 livres quand j'étais toute petite, allergique à tout, allergique à la vie même, comme mes parents disaient. Vraiment, je respirais puis j'enflais. Vraiment, dès qu'il faisait un peu froid au Vietnam, c'est-à-dire 28-30 degrés, au lieu de 35, ben, j'enflais vraiment de partout. Et donc, je crois que mon avantage, c'est ça, c'est que je suis née avec moi. Alors, vous n'avez pas le choix d'être très créatif pour, comme l'écriture, parce que je possède vraiment moins de mots, moins de vocabulaire, en fait, que la moyenne des écrivains, je crois. Et c'est pourquoi mon écriture aujourd'hui, en fait, je pense que c'était la France qui m'a accordé un prix pour la signature de mon écriture, dans le sens où on reconnaît pourquoi, parce que j'écris avec un handicap. Vous voyez, c'est un peu comme si je faisais la course et tout le monde, on voyait la trace de 2 pieds des autres athlètes, mais moi, j'en ai juste une. Voilà. Et donc, on reconnaît tout de suite, ça, c'est Kim qui court. Mais c'est quand même drôle que vous dites
vous êtes né faible, on a l'impression que vous êtes une force de la nature. Absolument. Par rapport à ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé quand même au Canada. Vous parliez pas français, c'est quand même... vous avez dû vous débattre, vous avez une force intérieure. Là, on sent que il y a un sourire, il y a une énergie, il y a une passion qui vous anime. En fait, c'est tout le contraire. Je suis quelqu'un qui a peur de tout. Vraiment, encore aujourd'hui. Okay. Quand je voyageais beaucoup avant la pandémie, je faisais en moyenne peut-être 25 pays par année, une quarantaine de villes. Et vraiment, j'ai des amis qui m'obligent à leur envoyer une photo de l'extérieur de ma chambre avant mon rendez-vous. Parce que je ne fais qu'attendre dans le lobby et que la personne vienne me chercher, elle m'emmène au rendez-vous, elle me ramène à l'hôtel et c'est tout. Donc, je sors de ma chambre et je me l'impose en fait à faire un quadrilatère, c'est-à-dire vers le coin de rue, à droite, et revenir. Et la deuxième fois, deux coins de rue. Non, je suis très peureuse. Et ça, ma mère l'a toujours su depuis que je suis toute petite. Et donc, elle m'a répété, je ne sais pas, 1 million de fois, je crois. Elle dit, le moment où tu as peur, c'est exactement le moment où tu dois plonger. Parce que quand tu as peur, c'est que tu crois que devant toi, c'est un monstre. Et dans ce cas-là, il faut y aller. On réfléchit pas, on fonce. Pardon? Je dis, on réfléchit pas, on fonce. Oui, peut-être, mais dans mon cas, vraiment, je vous dirais que c'est très conscient. Okay. C'est parce qu'elle me dit, quand je m'approche tellement du monstre, ben, je ne le vois plus, parce que je ne vois plus que des parties monstres. Et dans ce cas-là, à 99... Pardon? Ça marche. Oui, à 99,9%, ce n'est jamais un monstre. Ouais. Et donc, chaque fois comme ça, je vous dirais que je plonge et je crois que je vais mourir chaque fois. Mais j'y vais. Je dois vous avouer que je l'utilise comme instrument de mesure, comme unité de mesure, dans le sens où quand j'ai peur, je sais que je vais apprendre quelque chose de nouveau, que je vais m'enrichir. Et donc, je ne prends des projets qui... comment dire? Oui, je mesure vraiment les projets selon mon niveau de peur. Si j'ai très peur, parce que c'est un très beau projet. Donc, peut-être que la ligne ou le dénominateur commun entre tous mes emplois jusqu'à aujourd'hui, c'est la grande peur chaque fois. Mais justement, on plonge, on y va. Et c'est le hasard de la vie, en fait. Ce sont des cadeaux. Vous savez, pour pouvoir rêver, il faut avoir des connaissances. Et je n'ai pas eu le temps d'acquérir assez de connaissances pour rêver. Et tous ces rêves-là sont venus jusqu'à moi comme des cadeaux. Et donc, voilà le dénominateur commun. C'est la peur. Et aussi la richesse de ce pays qui nous offre toute la liberté d'exister, la liberté d'être. Vous voyez, c'est pas, je sais quand on vit en Occident, on croit que le droit de la faillite existe dans tous les pays, mais en fait, non. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de droit de la faillite. Et pourquoi c'est important et que c'est une preuve que c'est un pays qui soutient l'audace, c'est que le droit de la faillite est là pour, amortir vos chutes, n'est-ce pas? Quand on échoue, on tombe, ben, la loi est là pour amortir vraiment, pour nous accompagner dans notre chute et elle est là également pour nous aider à nous relever. Et quand on échoue, ce n'est pas pour la vie. La loi est là pour nous dire d'avance que ce n'est pas pour la vie. Et donc, on nous donne un peu de temps pour se relever, pour réfléchir un peu à notre... Le droit à l'erreur. Oui. Et ça, c'est extraordinaire, vous voyez. Et donc, c'est un pays qui nous permet d'être tellement créatifs, d'être tellement audacieux grâce à cette liberté-là. Donc, je vous dirais, c'est aussi grâce à ce pays que j'ai pu essayer tout ce que j'ai essayé. Donc, pilote d'avion, tout à fait. Mais et puis ça encourage la prise de risque quelque part, parce qu'on sait que quelque part, on a comme un parachute potentiel, même si on veut éviter de l'utiliser. Il y a personne qui trouve ça forcément le fun, mais on sait que
Donc, c'est sûr, ça encourage. Mais on fera un parallèle avec l'éducation parce qu'on parle de plus en plus dans les apprentissages le droit à l'erreur, que ce soit pas forcément sanctionné. Les erreurs permettent de faire des apprentissages. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, nous, à l'école, parce qu'avant, l'erreur était punie, point final, alors que l'erreur permet de grandir. Absolument. L'erreur permet d'apprendre. Maintenant, les erreurs, mais aussi, je crois, les contraintes. Je crois qu'on a toujours peur des contraintes et on croit que les contraintes nous empêchent d'être créatifs, mais je crois que c'est tout le contraire. Et je vous donne l'exemple de mon fils qui est autiste et qui est non-verbal. Il ne peut pas parler. Et comment faire pour se faire comprendre? Et à l'époque, avant qu'on ait le langage saccade et ça qu'on utilise au quotidien, pour qu'il puisse me faire comprendre qu'il voulait un œuf dur et non pas un œuf miroir, ben lui-même, il sortait le petit chaudron et l'œuf à l'intérieur pour me le montrer. Et quand il voulait un œuf miroir, ben c'était le beurre avec la poêle. Et donc, avec les contraintes, on devient aussi plus créatif. Oui. Et je dois vraiment, j'ai réfléchi beaucoup à la question hier, depuis plusieurs jours, depuis que je sais que vous m'invitez pour l'innovation et la créativité. Et Robert Lepage le dit dans un des documentaires. Il disait qu'il était en train de faire le spectacle Haut, je crois, pour le Cirque du Soleil. Et le budget était illimité. Tous les matins, il se réveillait avec des nouvelles idées et on lui accordait toujours les fonds nécessaires pour le faire. Et il disait à un moment donné, c'était trop parce qu'on ne sait plus où s'arrêter à l'intérieur, avec notre propre tête. Et tout de suite après le Cirque du Soleil, il a accepté un mini-projet avec un minuscule budget pour parler je me souviens plus c'était quoi la pièce. Il avait un budget, il avait assez d'argent pour construire un petit mur avec des portes et une vadrouille. C'est tout. Il disait que c'est tout le budget qu'il avait et pourtant, c'est là où il était le plus créatif parce qu'il était tellement contraint, si vous voulez, donc limité. Désolée, là, je parle, mais je vous laisse me poser les questions quand même. C'est très intéressant. Puis moi, aujourd'hui, vraiment, vous me surprenez parce que j'avais de vous une image d'une personne très confiante, qui a peur de rien, qui connaît absolument tout parce que vous avez aussi un bagage scolaire super impressionnant, là. Et vous êtes allé dans des directions complètement aussi opposées, différentes. Donc, avec ce que vous me dites aujourd'hui, moi, je suis tellement surprise. Et j'ai l'impression aussi que vous avez absolument tous les talents. Vous êtes de ces personnes, ces grandes personnes créatives qui ont tous les talents. Donc, tout ce que vous faites amène le succès. Est-ce que vous vous êtes déjà planté? Est-ce que vous avez déjà vécu? Oui, tout le temps, chaque fois, en fait. Juste le restaurant, vous savez, je ne pouvais pas offrir que plus qu'un plat par jour parce que je ne savais pas cuisiner. Je pensais que j'allais avoir un chef. Ben oui, mais mon budget était tellement petit finalement parce que la salle était trop petite, donc je me suis retrouvée à être la cuisinière derrière les fourneaux. Et vous savez, les fourneaux sont faits pour des hommes de 6 pieds. Moi, je mesure 5 pieds à 1,50 m. Donc, le feu m'arrivait directement sous le bras. Et je porte encore les cicatrices de guerre, je vous dirais. Et vraiment, je me suis retrouvée comme ça à devoir cuisiner. Et je n'avais pas cuisiné avant ça parce que je faisais le travail d'avocate et vraiment, les heures étaient très, très longues. Quand on arrivait à la maison à 9h, 10h le soir, oui, on pourrait cuisiner, sauf qu'il n'y avait rien dans le frigo avec quoi cuisiner. Donc, et aussi, j'étais postée à l'étranger. J'étais postée au Vietnam où on pouvait manger dans la rue très rapidement et tout ça. Donc, je n'avais pas cuisiné. Et là, je me suis retrouvée comme ça, responsable d'un restaurant. Donc, c'était un plat par jour. Et c'est tellement drôle parce que les clients, durant la première année, ou même les nouveaux clients, ils venaient me féliciter pour me dire « Mais Madame Du, quel beau nouveau concept! » Mais ce n'est pas un concept, c'est un handicap. C'est un handicap. Je ne pouvais pas faire plus. Et vous savez, je ne savais même pas calculer le prix
que je devais facturer. Et donc, les clients changeaient le prix sur le tableau noir parce qu'il n'y avait pas de menu, vraiment. Il y avait juste le plat du jour. Et donc, ils changeaient le prix parce qu'ils disaient, Kim, on sait qu'avec ce prix-là, tu ne peux même pas payer ta serveuse. Alors, et on peut te garder ouverte. En tout cas, que le resto reste ouvert. Et donc, ils ont changé les prix pour moi. Et le premier été, je me souviens, ils sont venus pour m'aider à installer l'air climatiseur parce qu'ils savaient que je n'avais pas les moyens de le faire. Et j'étais dans le rouge jusqu'à la fermeture, soit 5 ans plus tard. Et encore aujourd'hui, je vous dirais que cette dette-là existe, mais c'est la dette envers, comme on dit, la famille, le love money. Oui. Donc, personne me demande de leur payer, mais j'ai encore, je porte encore cette perte financière monstrueuse. Donc, oui, les échecs, j'en connais. Et quand on m'a engagée comme interprète, oh mon Dieu, c'était avec une compagnie américaine et je devais prendre des appels. C'était avant l'Internet, hein, donc je prenais des appels pour interpréter, pour traduire entre deux personnes, soit le français vers l'anglais ou sinon le vietnamien vers l'anglais. Et mon vietnamien, c'était un vietnamien d'une petite fille de 10 ans. Donc, c'était n'importe quoi, en fait. Et je me souviens le premier... Bon, là, je vous dis un mot... Je me souviens d'une infirmière qui disait, could you ask her if she did her bowel movement today? Et je n'avais aucune idée ce que voulait dire le bowel movement. Et donc, j'ai dit à l'infirmière, donc je ne comprenais ni l'anglais ni le vietnamien pour traduire. Vous imaginez, c'est terrible. Mais je ne sais pas pourquoi on m'a gardé quand même. Je pense que j'injecte de la joie au lieu une belle énergie. Une belle énergie. Oui, puis votre sens de l'émerveillement, de dire oui à tout. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de voir quelle portion est de votre héritage de votre culture vietnamienne ou de vos parents et quelle portion est vraiment issue de la culture québécoise? Est-ce que vous y voyez le fait que vous ayez la double nationalité, les deux cultures, est-ce qu'il y a eu un impact? Je vous dirais que je peux vous décrire le moment exact où tout ça s'est produit, où le ravissement est né, où l'émerveillement a été là, injecté dans mon sang. Là. Et c'est vraiment notre arrivée ici au Québec. Oui. Le premier, quand je vous parle de la première minute, vraiment, là, ça a duré 1 minute et cette minute-là a déterminé la personne que je suis devenue aujourd'hui. Oui. Quand vous arrivez dans un pays que, pour moi, c'était une nouvelle planète, là. Il y avait de la neige partout autour. On n'avait jamais vu de la neige. Et là, dans le parking, vous avez toute la ville de Granby qui nous attendait, en fait, dans ma tête. Et tout le monde était tellement grand. Je n'étais pas habituée du tout à avoir autant de personnes de cette taille-là. Absolument. Avec la grosse barbe, vous voyez, les manteaux avec la fourrure autour. Et là, je me disais, non, mais je suis dans un conte de fées. C'est un pays de géants. Vous voyez, c'est vraiment les trucs qu'on voit dans les livres. Et là, vous descendez. Et là, la personne vous prend dans ses bras, vous soulève. Et déjà, pour une Asiatique, c'était très étranger comme geste. Parce qu'on n'exprime pas nos sentiments de façon aussi physique et aussi de façon aussi flagrante, en fait. Et donc, il m'a prise, je ne sais pas, il ou elle, mais et on m'a soulevée et je ne touchais plus le sol physiquement. Et là, le deuxième choc, je vous dirais, c'est qu'on arrivait dans un camp de réfugiés avec des infections partout sur le corps parce qu'il y avait des bébites qui nous mangeaient, mais partout, les poux dans les cheveux. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on avait en plus la diarrhée chronique, là, parce qu'on n'avait pas accès au feu pour bouillir l'eau, pour tout ça. Et je ne comprends pas comment ces gens-là ont osé nous prendre dans leurs bras. Sincèrement, je ne suis pas certaine que j'ai cette générosité-là de prendre la petite Kim de 10 ans. Pas sûr. Et puis, le troisième chose, je vous dirais, c'est que dans le camp, on n'avait pas accès à l'eau, on n'avait pas accès à l'électricité, on n'avait accès à rien, en fait. Et donc, on n'avait pas de miroir. Et la première fois que je me suis revue, c'était dans le regard de ces gens-là. Ils nous ont regardés comme si on était des trésors qui tombaient du ciel. Et
Et donc, je ne m'étais jamais vue aussi belle qu'à ce moment-là et je ne me suis jamais revue aussi belle qu'à ce moment-là parce que j'ai perdu complètement ma vulnérabilité. Et je vous dirais, l'émerveillement est né là. Le ravissement est né là. Et on ne pouvait pas imaginer que ce moment-là puisse exister parce qu'on arrivait quand même d'un pays en guerre et par la suite un pays en transition, dans le chaos politique, et après dans un camp de réfugiés. D'accord? Donc, vous voyez un peu la couleur de tous ces moments-là. Et là, on arrive dans un pays dont on avait l'impression qu'il était vierge, que tout était à écrire, tout était à créer, à vivre. Et donc, comment ne pas s'émerveiller après, par la suite, quand, oui, voilà, cette deuxième vie-là nous est arrivée comme un cadeau. Et je crois que toutes les personnes qui ont traversé une grande maladie vont vous dire la même chose, c'est que chaque jour devient un cadeau, est un bonus. Et donc, je suis condamnée au bonheur, vous voyez, c'est ça le problème maintenant. Je veux être triste aussi des fois. Mais écoutez, puis on ressent dans vos œuvres, même dans vos émissions à la télé, la cuisine, on sent toute l'importance. Dans vos œuvres, j'ai ressenti beaucoup l'importance de la famille, mais de la convivialité, des amitiés, des liens qu'on tisse, des liens humains qu'on tisse avec les gens autour. Donc, cet émerveillement-là pour l'humain, pour la bonté, on le sent dans tout ce que vous faites. Maintenant, comment est-ce qu'on transmet, comment est-ce qu'on éveille cette capacité à s'émerveiller chez des jeunes, par exemple à l'école ou vous avec vos enfants, quand ces jeunes-là connaissent pas tellement l'adversité ou grandissent dans des milieux où très favorisés. Oui, favorisés ou la plupart ne vivent pas l'adversité telle que vous l'avez vécue. Donc, comment on fait pour transmettre ça? C'est facile, je pense. Et je vais y aller avec une histoire, en fait, du cours de karaté de mon fils. En tout cas, je voulais le retirer parce que, il y a des combats et tout ça, et j'étais vraiment contre. Mais je suis restée parce que j'aimais tellement le prof. Et puis, je veux juste préciser que les combats, c'est ça, leur pratique, c'est qu'il faut jamais que leur poing touche l'autre. Ouais, le contrôle doit arriver, à 1 centimètre. Donc, c'est magnifique, en fait. Mais je ne savais pas au début, donc j'étais très résistante. Mais j'ai appris beaucoup de ce prof-là. Il faisait des courses en montagne, il faisait des entraînements. Et il disait que la première personne qui arrive en haut devait redescendre la montagne et accompagner la dernière personne. Ah oui. Et mon fils était très rapide à l'époque, était toujours rendu en premier au sommet. Et donc, il est revenu à la maison et il dit « Ah, c'est tellement injuste, maman, j'étais obligée de faire la montagne 2 fois. » Et je suis toujours obligée de faire la montagne 2 fois. Et je lui ai dit « Tu vois pas ta chance de pouvoir faire l'entraînement 2 fois plus que les autres. Et parce que tu l'as fait 1 fois, tu es déjà plus fort que l'autre d'une fois. Et puis ça devient exponentiel. Et donc, je dis, et c'est là où c'est important. Tu as la chance d'être né avec des pattes vraiment rapides, d'accord? Et donc, tu dois être la locomotive. Et ça, ton prof te le montre, te l'enseigne. Alors, quand on a la chance, comme les élèves de votre école, comme mon fils qui a la chance d'être né dans un milieu très douillet, dans un nid normal, et quand on dit normal, c'est très difficile d'atteindre la normalité. On a juste à regarder aujourd'hui ce qui se passe en Israël, en Palestine, dans ce conflit-là, au Myanmar avec le coup d'État, tous ces enfants qui sont nés dans ce qu'il y a de plus, je crois, anormal. Ça ne devrait pas être leur quotidien. Et pourtant, oui. Alors, dans ce cas-là, on a le devoir d'être la locomotive. On a le devoir de tirer les autres vers le haut avec nous ou sinon d'être derrière eux pour pousser. Et donc, comment le faire? Je crois que
justement, quand on est né dans un milieu très douillet, quand on n'a pas à se battre, c'est exactement le moment où on doit se discipliner pour voir la beauté, pour aller chercher la beauté et passer des moments avec la beauté. C'est-à-dire, l'exemple que je donne souvent aux jeunes, je dis, tu sais, sur l'autoroute, quand il y a un accident, vous allez regarder, mais vous ne voyez pas du tout les fleurs sauvages sur le côté, les plaques de fleurs jaunes. Et si vous vous disciplinez à le voir une fois, vous allez toujours le revoir. Et pourquoi il faut le voir? Pour pouvoir construire la beauté pour les autres et pour soi. Parce que quand on voit la beauté, on va vouloir la partager. Et tout récemment, non, pas tout récemment, il y a quand même 2 ans maintenant, dans ma tête, c'est encore tout récent parce que c'était de l'autre époque, mais donc cette année, elle a été pulvérisée. J'ai croisé une dame avec une canne blanche au coin de ma rue ici, et je voulais qu'elle profite de l'arbre qu'on a à ce coin de rue-là, qui est le plus bel arbre du quartier. Donc, j'ai dit, nous avons de la chance de vivre dans un quartier avec le plus bel arbre. Et comme ça, il me répond, il dit, vous avez raison, il est parfaitement rond. Et là, je me dis, non, mais j'avais pris pour acquis qu'elle ne voyait pas et je voulais juste lui partager. Et je lui dis, et il est parfaitement jaune à l'automne en plus. Et là, elle me dit, ça, jaune, je ne le savais pas. Mais je dis, mais comment vous avez su qu'il était rond? Elle dit, écoutez le vent. Vous allez voir que le vent circule différemment dans cet arbre que dans le peuplier juste à côté. Et donc, je sais qu'il est... Et donc, j'ai appris d'elle que l'ouïe peut donner la forme. Et alors qu'au départ, je pensais faire un geste de gentillesse. Vous voyez, de partager avec quelqu'un qui ne voyait pas un bel arbre, alors que c'est elle qui m'a enseigné quelque chose. Donc, je crois que quand on a accès, quand on a le privilège, et dans ce cas-ci, moi, j'ai le privilège de voir, il faut qu'on partage ça avec ceux qui n'ont pas la chance de le faire. Alors, oui, et ça, je le rappelle souvent à mes enfants. Et là, vous allez dire que je suis un peu extrême, mais quand ils étaient petits, j'ai forcé mon fils aîné à partager la même chambre avec mon fils, mon deuxième, qui est autiste. Et qui pleurait vraiment de 2h à 5h du matin, 3 à 4 nuits par semaine. Et au départ, évidemment, le petit réveillait le plus vieux. Ils ont seulement 2 ans de différence. Mais en une semaine, le plus vieux, il s'est adapté. Et pas seulement ça, il est devenu très protecteur de son frère. Et mon fils autiste, qui était très hésitant envers tout le monde, se collait après son grand frère pour lorsqu'il se sentait instable. Et évidemment, aujourd'hui, ils ont chacun leur chambre, ils ont 19 et 21 ans maintenant, mais ce moment-là de compromis a fait grandir mon aîné a fait grandir l'empathie probablement dans dans l'attention qu'il peut accorder aux autres, et ça devient une attention non pas seulement pour son frère, mais pour tout le monde, parce qu'on devient attentif envers tout le monde et non pas seulement une personne. Et je crois que oui, on doit se mettre dans des situations où c'est vrai que les dictons nous disent qu'il ne faut pas qu'on soit le meilleur dans la salle. Si on est la meilleure personne, on est le meilleur, c'est parce qu'on est dans la mauvaise salle. Mais en même temps, oui, et c'est vrai, il faut toujours, il y a toujours des gens qui sont meilleurs que nous. Il y a un dicton vietnamien qui dit, il y a toujours des montagnes plus hautes et des rivières plus profondes. Mais en même temps, il faut regarder derrière et porter sur son dos ceux qui ont moins de moyens pour traverser ces montagnes-là. Avez-vous l'impression, vous parlez de compassion, d'empathie, que c'est quelque chose que nous devrions développer, apprendre à l'école, aux enfants? Oui. Ça devrait faire partie des compétences importantes? Oui, absolument, parce qu'on croit qu'on l'a
instinctivement, mais on l'a pas du tout. Ce qu'on a instinctivement, c'est la cruauté, la méchanceté, la jalousie, la paresse. Et d'autres, hein? Gourmandise, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est le premier réflexe. Le premier réflexe, c'est si quelqu'un nous donne un coup de poing, on redonne le coup de poing, n'est-ce pas? Et c'est les parents, c'est l'école qui nous disent non, non, la loi existe, les règlements existent. Donc, si quelqu'un vous donne un coup de poing, vous venez et puis on a des juges pour régler le problème, mais vous allez, apprendre à identifier, oui, ce sentiment de colère et choisir à faire autrement, à régler cette colère-là autrement. Mais en même temps, oui, je crois qu'on le dit pour des situations très spécifiques, mais on ne répète pas assez souvent à tout le monde que nous sommes nés avec la cruauté, nous sommes nés avec la méchanceté. Et il faut qu'on identifie que le geste qu'on vient de poser est motivé par la jalousie. Ou l'absence de geste est motivée par la paresse, par exemple, mais qu'on se le dise, qu'on se l'avoue pour qu'on puisse éviter et choisir à être autrement. Et donc, je crois que l'enseignement, c'est pas tant sur l'empathie, mais sur tous ces sentiments, j'allais dire, moins nobles de nous, qu'on doit répéter et qu'on doit décortiquer. Alors, peut-être pas enseigner l'empathie, mais enseigner ce qu'est la cruauté, et reconnaître ce qu'est la cruauté et à quel moment on est cruel, à quel moment on est méchant. Et à partir de là, on peut choisir de ne pas l'être. On peut choisir de ne pas être cruel. Excusez-moi, je vais vous mettre dans une nouvelle pratique. Là, vous avez été avocate, restauratrice, animatrice, écrivaine. Maintenant, vous êtes directrice d'école. Ah ouais. J'avais envie de la poser. Vous avez une baguette magique. Quel genre d'école vous construiriez? Quel genre de projet éducatif vous metteriez de l'avant? Quel type de bâtiment dans lesquels les élèves pourraient être? Je pourrais vous mettre des contraintes, parce que vous avez dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de contraintes, c'est trop facile, mais disons qu'il y en a moins. Quel type d'école feriez-vous en 2022? De un, je viens d'un pays qui était en guerre. Hein? Alors, pour moi, le lieu physique n'est pas important. Parce que j'étais dans une école privilégiée, il y avait quand même 60 élèves dans une classe, et les tables et les bancs n'étaient pas du tout fait pour les enfants, d'accord? Nos pieds ne touchaient pas du tout le sol, la table était trop inclinée, on devait y aller avec un petit pot d'encre comme ça qui éclatait à chaque fois qu'on marchait, et ça ne nous empêchait pas du tout d'apprendre. Et donc, pour moi, le lieu physique n'est pas si important, d'accord? Mais évidemment, nous sommes dans un pays qui avons les moyens. Alors, pourquoi pas offrir le plus beau lieu, évidemment, parce que la jeunesse passe vite. Alors, on peut certainement offrir à nos jeunes des lieux qui leur permettent justement de s'émerveiller. Mais est-ce que, comment dire? C'est sûr que quand je regarde une belle école, votre bibliothèque à vous, j'ai l'impression qu'on peut devenir tellement grand parce que cette pièce-là est grande et nous appelle à devenir plus grand que soi. D'accord? Donc, oui, le lieu joue un rôle important, mais l'expérience que j'ai eue, c'est que c'est pas grave, peu importe le lieu. Ça n'empêche pas d'apprendre. Exactement. Et dans le camp de réfugiés, on s'assoyait directement dans la poussière pour apprendre. Et on avait tellement hâte à ces cours-là le matin. Quand ce prof d'anglais a décidé d'ouvrir une classe, il s'est mis sur un rocher. Il s'est mis autour. Classe extérieure. C'est la grosse tendance maintenant, les classes extérieures, mais je pense que ça fait longtemps que ça existe. Hein. Oui. Et on apprenait très rapidement, hein, parce qu'on n'avait pas le choix et on n'avait même pas de papier, on n'avait pas de crayon, on n'avait pas accès à ces biens-là. Donc, il fallait apprendre par cœur très rapidement ce qu'il nous disait. Il n'y avait pas de tableau, il écrivait dans la poussière, vous voyez. Donc, il fallait apprendre là parce qu'un coup de vent et puis c'était terminé. Et qu'est-ce qu'on y apprend dans votre école, Kim?
Je pense que, de un, oui, il faut des profs, mais je crois que si j'avais enseigné un cours d'histoire, je ferais venir les gens qui ont vécu l'histoire pour nous raconter. Surtout, par exemple, nos aînés d'aujourd'hui, on devrait aller leur parler et leur demander, mais quel genre de bas que vous mettiez? Et pour les filles, moi, je demanderais, comment, pour les femmes, les menstruations, comment vous faisiez? Vous voyez, j'ai eu la chance de parler avec une ancienne soldate du Vietnam, et ça, malheureusement, on ne peut pas apprendre dans les livres. Et puis, elle disait, ben, tout ce qu'elle avait, c'était 2 débarbouillettes et 2 épingles de plus que les garçons. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Et parce que je lui ai posé cette question-là, elle dit, ben écoute, c'est pas grave parce que ils mangeaient très peu. Ils avaient seulement 1 boule de riz par jour et 30 grains de sel. Donc, les menstruations étaient très irrégulières et très peu abondantes. Donc, ça fonctionnait. Et donc, vous voyez, juste ça, poser cette question-là, et on a toute l'histoire. Et si c'était l'histoire du Cambodge avec Pol Pot, moi, c'était un chauffeur de taxi. Bon, un autre. Non, mais vous imaginez, j'étais déjà dans le métro. J'avais juste à peser sur le bouton pour prendre le RER qui faisait un trajet direct à l'aéroport. J'ai dit non, tu as le temps aujourd'hui, sors. Va prendre oui, c'est beaucoup plus cher, hein. On s'entend, c'est 5 fois plus cher. Hein. Mais j'ai dit, tu vas certainement apprendre quelque chose. Va parler à quelqu'un au lieu de prendre le métro. Et je suis ressortie du métro pour aller, prendre un taxi et j'ai appris de lui qui a vécu la guerre, je ne sais pas comment on appelle, guerre ou génocide, mais avec les Khmers rouges. Et donc, il m'a raconté comment il a été emprisonné ou sinon gardé pendant 2 ans alors qu'il avait 14 ans. Et pendant 2 ans, tout ce qu'il avait sur le dos, c'était son boxer short. Parce que le reste avait été volé et il n'avait pas accès à rien d'autre. Et que, devant lui, son père a été tué parce qu'il était instituteur du français, d'ailleurs. Et donc, je crois que les témoins de l'histoire peuvent nous raconter énormément et ça nous rattache à l'importance d'apprendre l'histoire de l'Empire romain. On parle beaucoup dans nos écoles actuellement, savoir versus savoir-être. On met de plus en plus l'accent sur le développement des compétences globales. On parlait d'empathie, de compassion, on parle de collaboration, on parle de créativité. On évolue beaucoup dans ce sens-là. Les savoirs sont importants, c'est clair, mais bon, les savoirs, on est capable maintenant de les obtenir différemment. Alors qu'avant, le savoir était uniquement dans la tête des profs ou dans les bibliothèques. Maintenant, il est accessible, bien sûr, grâce à la technologie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette tendance à aller vers, on va dire, le savoir-être, plus que le savoir-faire? Parce que le cerveau humain est complexe. On ne peut pas... et c'est pour ça que je suis un peu jalouse de la France, parce que j'ai parlé à un ingénieur que lui, pendant sa formation, il y avait des cours de philosophie jusqu'à la fin de son diplôme. Alors que nous, on a 4 cours, je pense, au cégep, c'est tout. On ne parle pas de philosophie avant et on ne parle pas après. Et donc, c'est sûr que quand on arrive comme ça, soudainement au cégep avec 4 cours de philosophie, on trouve ça lourd ou sinon, on ne voit pas l'utilité de la chose. Quand on ouvre ce cloison-là, soudainement, on réalise à quoi sert la philosophie pour les mathématiques. Et d'ailleurs, les mathématiques, j'ai appris qu'à la NASA, ils ont des philosophes parce que les physiciens ont besoin de chercher non pas seulement l'inconnu du connu, mais l'inconnu encore inconnu. Donc, comment faire pour aller chercher l'inconnu de l'inconnu, vous voyez? Mais eux, ils ont besoin d'aller là pour aller au-delà de ce qui existe. Et donc, ces physiciens, ou sinon, oui, astrophysiciens, je ne sais plus, bon, tous ces scientifiques ont besoin de travailler avec des philosophes pour parler de la métaphysique. Vous voyez, et j'étais très étonnée parce que je pensais que les scientifiques, c'était ceux qui n'étaient pas
du tout intéressée à la philosophie. Alors que oui, et les mathématiciens, vous savez, j'ai écouté un mathématicien raconter, un champion d'un concours de mathématiques, et il parlait de reconnaître la signature d'un mathématicien quand il solutionne un problème. Et il dit, et la façon qu'il parlait des mathématiques, c'était comme un poète. Oui, comme une langue. Oui, et j'ai eu la chance. Ah oui, il faut que je vous raconte ça. J'ai été invitée en Italie, pour un prix, et on m'a mise à côté de la lauréate de l'année précédente, parce que ils mettaient nous deux. J'étais la lauréate de cette année-là, et elle était physicienne. Et je lui ai dit tout de suite, j'ai dit, madame, tout ce que je sais, c'est comment épeler le mot atome et molécule. Mais je ne sais même pas ce qu'ils font dans la vie. Alors, elle me dit, elle me raconte ses recherches et tout ça en physique quantique. Déjà, quantique. Qu'est-ce que déjà, c'est pire. Quantum physics. Et donc, et pourtant, j'ai pris des cours de sciences au cégep et tout. Mais bon, c'est très poussé, hein, vous imaginez. Voilà. Et là, à la fin, je l'écoutais et je dis, madame, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous m'expliquer pourquoi les humains ont toujours besoin de savoir plus et encore plus? Et pourquoi? Et elle m'a dit, est-ce que vous connaissez le mot infini? J'ai dit, oui, c'est le 8 couché, quoi. C'est tout. Elle dit, est-ce que vous connaissez le mot connaissance? J'ai dit, ben oui, c'est ce que nous gardons en vie. Hein, c'est pour les humains. Elle dit, voilà, les connaissances, c'est la seule forme de l'infini que l'humain peut toucher, peut expérimenter. Et c'est pour ça que les connaissances sont aussi attirantes, parce qu'on a l'impression de vivre l'infini. C'est magnifique, non? C'est merveilleux. Donc, oui, et donc j'ai dit, mais vous êtes poète? Elle dit, non, je suis scientifique. Mais on avait bien reconnu la poète. Oui, et là, elle a dit, vous savez, le temps est relatif. Et là, j'ai dit, oui, c'est vrai, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, on ne voit pas le temps passer. Et le contraire. Et elle m'a dit, non, le temps est réellement relatif autour du trou noir. Et nous ici, et c'est pour ça qu'il y a un petit délai dans le GPS. Ah oui. Mais vous imaginez, c'est ça. Moi, oui, l'éducation, je crois que il faut le plus possible relier tout ça ensemble. Et cette physicienne a insisté le lendemain à venir à mon hôtel et m'emmener à la maison d'un des poètes les plus connus de la région. Donc, je n'étais pas très loin de dire qu'elle était poétesse d'une certaine manière. Elle vous a sorti de votre quadrilatère. Oui. Oui. Tout à fait. Sinon, je ne serais jamais allée, vous voyez. Oui. D'où l'importance de choisir votre hôtel au bon endroit quand vous allez visiter une ville. Oui, et donc, je crois que l'éducation devrait être, comme on dit en anglais, well-rounded, parce que notre cerveau est fait de cette manière-là. Et vous savez, ils ont, parce qu'à un moment donné, on s'est posé la question à quoi sert de lire des romans ou de la poésie au lieu de seulement lire des livres rationnels. Hein. Et ils ont scanné la tête des patients, pas des patients, mais des sujets. Et l'expérience, c'était qu'ils montraient la première phrase qui était « son visage est rond ». Et là, ils voyaient où est-ce que ça allumait dans le cerveau. Et la deuxième phrase, c'était « son visage est rond comme la lune ». Et les chercheurs s'attendaient à ce que ça double, parce que la phrase est plus longue. Puis, voilà. Et ben non, c'était le cerveau au complet. Ah ouais. Pourquoi? Et ils ont réussi à expliquer que, parce que quand on dit le visage est rond, tout le monde dessine un rond. Tout simple, le même rond. Mais si vous dites son visage est rond comme la lune, chacun a une lune différente. Ouais. Pas seulement ça, mais la lune, soudainement, vous vous souvenez à quel moment vous avez vu cette lune. Et cette lune-là, vous reliez un visage et soudainement aussi, le visage a une forme et des reliefs.
Et donc, on vient chercher tout le cerveau et non pas seulement une partie. Et je crois que c'est ça. L'humain, on a la chance d'avoir un cerveau qui est vraiment rond, qui réussit à relier toutes nos connaissances ensemble et non pas compartimenter un domaine ou l'autre. Je crois qu'un artiste peut tellement apprendre d'un scientifique dans sa propre créativité et vice-versa. Et donc, d'ailleurs, il y a un projet avec l'Université de Montréal, je ne peux pas en parler encore, mais je pense qu'on s'en va dans cette direction-là, c'est-à-dire ne plus l'interdisciplinarité. Ben absolument. Puis, vous savez, vous avez parlé, par exemple, de donner du sens à ce qu'on apprend, de contextualiser. Quand vous avez parlé de multidisciplinarité, vous avez parlé d'alimenter la curiosité qui est naturelle chez l'humain. Vous avez parlé d'expérience et surtout d'expérience humaine. Puis, Hugo, vous parlait plutôt du projet de notre nouvelle école secondaire, puis on va aussi dans cette direction-là. J'ai envie de vous inviter à y travailler en espérant que vous disiez oui. Donc, on va sûrement se reparler. Une nouvelle carrière. Oui, absolument. Puis, vous savez, c'est vrai aussi que les grands créatifs de ce monde était souvent polymathe. On pense au très connu de Vinci, qui est à la fois scientifique, à la fois artiste. Puis, donc, on voit souvent cette rencontre-là entre les arts et les sciences, et de plus en plus, et c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, j'aurais une dernière question. Quel est ce projet de rêve auquel vous auriez tellement envie de dire oui dans les prochaines années? J'espère que je ne le connais pas encore. J'espère que c'est l'inconnu inconnu, parce que je n'ai pas encore assez de... Vous voyez, si je l'ai déjà dans ma tête, ce n'est plus un rêve, c'est un projet, puis on le réalise. Donc, un projet de rêve, dans le sens où, voilà, que c'est trop loin ou que c'est un fantasme, j'espère que je ne le connais pas encore et qu'on va me l'offrir, ou sinon que je m'avance et que je rencontre ce projet-là. Mais je vous dirais, la langue vietnamienne n'a pas de temps de verbe. Hein? On est toujours à l'infinitif. Okay. Ouais, donc, on n'a pas de passé composé, l'imparfait plus que parfait, le passé simple. On dit juste lundi, ou l'année dernière, ou le mois prochain. Là, il y a une tonne d'élèves au Québec qui sont absolument jaloux, qui doivent apprendre tous les temps de verbe par cœur. Donc, on n'a pas non plus de subjonctif et de conditionnel. Okay. Hein, c'est faire en sorte qu'on n'a pas de plan B, C, D. On a le plan qui est là aujourd'hui, maintenant. Et on fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, on n'a pas de futur. Et donc, comment dire? Donc, oui, ce n'est pas qu'on ne planifie pas pour le futur. Mais aujourd'hui, il faut vraiment profiter de tout ce qu'on a là aujourd'hui, et c'est déjà énorme d'aller chercher le plein potentiel de ce que nous avons aujourd'hui. Et ne serait-ce que juste l'école, je suis certaine que, avant pandémie, évidemment, est-ce qu'on utilise déjà tout l'espace tout le temps? Non. Est-ce que tous les élèves ont accès à... Donc, on n'a même pas le temps de lire tous les livres qui sont à la bibliothèque. Ouais. Mais c'est une bonne chose. Comme Umberto Eco a dit, on a besoin de voir tous ces livres parce que ça nous enseigne, en fait, l'humilité. De dire que nous n'aurons jamais le temps de s'éduquer avec toutes les connaissances de l'humanité. Et donc, on n'est pas grand-chose. On est une petite étoile au milieu d'une constellation. Et donc, cette bibliothèque-là est nécessaire. Mais, vous voyez, mais je fais une petite parenthèse, là, le français est magnifique parce qu'il réussit à venir chercher la sophistication de notre cerveau, qui est capable de faire la différence entre le passé simple et le passé composé, mais aussi de concevoir le temps en tant que futur antérieur, d'être en avant et en arrière en même temps. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, non, mon projet de rêve, c'est de se pratiquer à aimer ce qu'on a là devant nous et vraiment de voir les détails
du quotidien. Et si vraiment on se penche sur chacun des détails, et je viens de découvrir, et je suis tellement fière là, de vous montrer ça, de découvrir le thé vert Ah oui? avec des différents grades et tout ça, parce que je ne peux pas, quand je prends du thé, je tremble. Il y a trop de thé. Ouais. Écoutez, Kim Thuy, Oui, voilà. avant de nous quitter, je voudrais quand même vous dire que vous êtes la plus belle représentation de ma définition de la créativité. Moi, ma définition, c'est embrasser l'inconnu. Et quand vous dites, moi, j'embrasse ce qui va m'arriver quelque part, puis je fonce, je brave mes peurs, vous l'avez mentionné. Donc, vous êtes ma plus belle définition de ma définition de la créativité. Alors, pour ça, je voudrais vous remercier. Allez-y, on a le temps si vous voulez rajouter quelque chose. Ah non, mais j'allais dire, c'est ça, juste vraiment de conclure là-dessus, dans le sens où on a toujours peur des contraintes, mais il faut pas avoir peur des contraintes et même de se l'imposer ou sinon demander aux profs d'imposer des contraintes aux élèves. C'est comme ça qu'on devient plus créatif. Quand c'est trop facile, de toute manière, c'est sûr. La créativité se développe souvent dans l'adversité, entre guillemets, là. Oui. Donc, je sais que dans une école comme la vôtre, tout est possible. Et donc, on aimerait probablement tout offrir déjà aux élèves, mais probablement que la discipline, ce serait d'imposer des limites. Et parfois, ça, c'est plus difficile que de laisser aller. Écoutez, un énorme merci. C'est un grand plaisir de passer cette heure-là avec vous. Absolument. Vous êtes la plus courageuse des peureuses et la plus forte des faibles que j'ai jamais rencontrées. Je rêve d'être peureuse comme vous, je rêve d'être faible comme vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça, j'accepte d'avance l'échec. Tu sais, pour être forte, là, je crois qu'il faut accepter d'avance l'échec. Et si vous acceptez ça, il n'y a plus rien qui peut vous faire peur. Parce que très souvent, on a peur parce qu'on a peur de tomber, on a peur de chuter, on a peur de manquer notre coup. Alors que si on accepte d'avance, ben oui, c'est sûr qu'on va manquer notre coup. Mais on pratique quand même et à notre grand étonnement, ça fonctionne. Au plaisir de vous recevoir à nouveau dans notre belle bibliothèque. Merci. Oui, osons la suite, comme vous dites. Osons la suite. Oh oui. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.